J'ai rencontré Philippe Bozès, un apiculteur de Cresson-Sac-Épisseau, juste à côté du château de Rossignol au sud de Périgueux. Il fait du miel uniquement pour ses proches, mais surtout, il prend soin de ses abeilles comme si c'était ses enfants. Il m'a proposé une visite de ses ruches. Donc là, on arrive dans le rucher. Et avant, il y avait beaucoup plus de ruches. Là, il reste que 2 ruches et j'ai 2 autres ruches dans un autre rucher un peu plus loin. Et il y avait à un moment une trentaine de colonies dans cet endroit. Et petit à petit, j'ai levé le pied, j'ai formé un autre apiculteur plus jeune et qui a repris un peu mes colonies. Alors moi, j'ai commencé l'apiculture en 2005, donc 2 ans après m'être installé ici. C'était pas un rêve d'enfant ou un projet particulier. Je me suis dit, bon, il y a la place, faisons de l'apiculture. Et heureusement, j'ai été encouragé et aidé par un apiculteur, un entrepreneur, un maçon apiculteur qui lui tenait ça de son grand-père et qui m'a prêté du matériel, m'a donné des conseils. Et après, je me suis inscrit à l'association Le Rucher du Périgord et j'ai suivi des cours théoriques, puis des cours pratiques au Rucher École pendant une saison ou 2. Puis après, j'ai volé de mes propres ailes d'abeille. Fait son petit chemin comme ça, oui. Est-ce que vous diriez que ça s'apprend rapidement ? Oui, ça s'apprend. Démarrer l'apiculture, c'est pas, faut pas des grandes connaissances. Si par exemple une saison de cours théoriques puis de cours pratiques avec une association, comme il y en a plein en France, et après se lancer avec une ruche ou 2 et démarrer, voir comment ça se passe. On n'a pas besoin d'avoir des années d'école avant ou pour démarrer ça, quoi. C'est combien un budget pour commencer avec une ruche, par exemple ? Une ruche peuplée, donc la boîte plus la colonie avec une reine de l'année, ça doit coûter entre 150 et 200 euros, quelque chose comme ça, ou 250, ça dépend, ouais, voilà, je sais pas trop, mais enfin c'est quelque chose comme ça. C'est pas un gros budget en fait. Non, puis après le matériel, il faut une combinaison, des gants, une combinaison, quelques outils, un lève-cadre, des trucs comme ça, un enfumoir. Puis pour la récolte, les associations prêtent du matériel, prêtent justement des extracteurs. Au moment de la récolte, on peut demander à l'association un extracteur. Quand on n'a que quelques ruches et qu'on n'a qu'une petite récolte à faire, ça prend 2 jours. Et puis voilà, on se fait prêter. Ça n'a pas besoin d'investir dans tout un tas de choses, quoi. On peut démarrer avec 500 euros par exemple ? Oh oui, tout à fait, ouais. Et quand vous avez démarré, vous aviez déjà un métier derrière vous ? C'était une reconversion ? Comment c'est arrivé ? Non, mais c'était pas quand l'apiculture. Au départ, moi, je suis parti avec, j'ai eu une ruche la première année. Ensuite, j'ai eu une colonie avec la ruche. Et l'année suivante, j'en ai acheté 2 autres. Donc, je suis parti avec 3 colonies. Et après, quand je suis monté jusqu'à une trentaine, c'était des rejetons de ces 3 colonies. C'est-à-dire que tous les ans, j'ai attrapé des essaims qui partaient de ces colonies. Et petit à petit, ça s'est étendu, voilà. Dans une ruche, il y a entre 10 000 et 50 000 abeilles ou pas ? Ou c'est une fake news ? Non, c'est vrai, c'est même plus. C'est-à-dire qu'au ce moment de l'année où les ruches sont les plus populeuses, il y a peut-être dans les 70 000 abeilles, c'est énorme. Et après, la population décroît à l'automne et puis se réduit pour passer l'hiver. Au printemps, il y a le phénomène de l'essaimage. C'est-à-dire qu'une colonie, elle a atteint un niveau de développement tel qu'elle décide de se séparer. Et donc, la reine s'en va avec la moitié des abeilles. Mais la colonie a préparé la succession et a élevé des cellules royales. Et presque au même moment, la reine s'en va avec la moitié des abeilles et simultanément, ou le lendemain, les princesses naissent qui vont prendre la succession de cette reine. Donc ces princesses, il faut qu'elles sortent pour le vol nuptial, où elles sont fécondées par les mâles, ce qu'on appelle les faux bourdons, et ensuite elles rentrent à la maison, et ça y est, elles sont reines et elles pondent. Et il y a une nouvelle... et cette ruche-là, c'est celle qui était en place, donc elle a la même place. Et l'essaim qui est parti s'accrocher quelque part aux alentours, si on l'attrape, on le remet dans une ruche, et elle continue sa vie, la reine continue sa vie dans cette nouvelle ruche. Des fois on échoue, mais la plupart du temps, j'arrivais finalement à attraper l'essaim. On y va ? Il faut pas de combinaison spéciale ? Ah ben non, on s'approche un peu là, mais on va pas ouvrir une boîte, parce qu'on va pas ouvrir une ruche, parce que là par contre...
Moi, quand j'ouvre une ruche, je mets toujours une combinaison parce que ça dépend des ruches, mais il est fort probable de se faire piquer, quoi. Donc non. Alors, regardez, on les voit. Il y a du monde, ça travaille beaucoup. Il y a énormément d'entrées et de sorties sur le trou de vol, et on peut s'approcher encore un petit peu. C'est impressionnant, elles sont toutes autour du caisson là en train de... Elles font quoi exactement? Et ben, elles rentrent du nectar et du pollen aussi. Et celles qui rentrent du pollen, là, elles rentrent surtout du nectar qu'elles trouvent sur les fleurs. En ce moment, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de floraisons là en ce moment. Il y a le tilleul qui commence à fleurir, il y a les ronces, et il y a pas mal d'autres choses, mais enfin principalement comme essence mellifère, ça va être en ce moment le tilleul et les ronces. Et là, au printemps, un peu plus tôt, elle rentre beaucoup de pollen, mais on le voit quand elle rentre du pollen parce qu'il y a des pelotes. Elle rassemble, il y a des pelotes de pollen de chaque côté sous leurs ailes. Et là, si on regarde de près, on voit qu'il y a beaucoup moins de pollen. Donc elle rentre surtout du nectar là. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Une abeille, en été, ça vit quelques semaines et en hiver, quelques mois. C'est vrai ou pas? C'est exact, oui, tout à fait. Les abeilles de printemps, on va dire, vivent entre 30 et 45 jours. Enfin, c'est en gros parce qu'elles s'épuisent très vite avec tous leurs travaux. Et par contre, il y a des abeilles d'hiver qui naissent à l'automne et qui passent l'hiver dans la ruche. Elles vivent quasiment presque 6 mois, le temps qu'après la reine reprenne l'activité, reprenne la ponte et que les nouvelles abeilles de printemps naissent. Donc c'est ça, et c'est exactement ça, oui. Qu'est-ce que vous conseillerez à chacun pour préserver les abeilles? Est-ce que vous conseillez aux gens d'avoir des potagers, d'avoir des fleurs chez eux? Plus il y a de fleurs, mieux c'est, évidemment. Alors, toutes les fleurs ne sont pas mellifères, mais il y en a quand même beaucoup qui le sont. Et donc, évidemment, et puis les abeilles assurent la pollinisation, donc les échanges, et assurent qu'il y ait à nouveau un beau fleurissement, bien sûr. Ouais. On peut faire confiance sur les marchés, les apiculteurs locaux. C'est des gens qui sont soucieux de la qualité de leur travail et qui font du miel qui n'est pas trafiqué, qui est un pur produit, quoi. Ouais. Un pur bonheur, quoi. Oui, oui, sûrement, ouais. Vous me disiez que quand vous avez commencé, alors l'apiculture, c'était compliqué? Oh, c'est pas très compliqué, mais c'est un tout petit peu stressant au début quand on n'a jamais fait ça et quand on doit visiter les ruches et faire des opérations de récolte, etc. Et si on s'est mal protégé, ça arrive, et que tout d'un coup on ouvre une ruche et la colonie est pas contente du tout et commence à s'énerver. Moi, il m'est arrivé de partir en courant et de traverser la rue en criant quelques jurons à l'adresse des abeilles, mais voilà. Vous avez entendu parler qu'aujourd'hui il y a une grève des agriculteurs parce qu'il va y avoir peut-être l'interdiction du pesticide, mais en fait ça tue les abeilles. Donc quelle est votre position sur cette manifestation? Ma position, alors j'ai pas envie de dire de bêtises parce que justement je l'ai beaucoup entendu ce matin à la radio. Donc cette loi qui s'appelle, ce serait la loi Duplon d'ailleurs. A priori pour quelqu'un comme moi qui suis écologiste et apiculteur, je ne pense pas que ce soit une bonne loi, non. Et réintroduire, sous prétexte que la France est le seul pays à ne pas l'utiliser, qu'il faut le réintroduire, etc. Enfin, tout ça me paraît pas du tout aller dans le bon sens, non. Vous pensez qu'il y a des alternatives faciles aux pesticides ? Ça, je pourrais pas dire ça parce que j'en sais rien, je suis pas assez compétent pour dire ça. Mais en tout cas, vu l'urgence dans tous les domaines, concernant le climat, concernant la nourriture, et on devrait un peu se creuser la tête pour trouver des solutions, ouais. Et je pense qu'il y en a. Pour sauver nos abeilles. Et donc là, vous allez nous emmener dans la mielerie, c'est ça ? C'est là où se fait la récolte, l'extraction du miel. Donc ça commence la récolte, il faut aller chercher déjà les hausses pleines, les cadres. Donc on ramène ici, et là il y a un travail qui est assez long et fastidieux, c'est d'enlever avec un couteau la pellicule qui ferme les alvéoles dans lesquelles il y a le miel. Et donc il faut faire ça délicatement avec un couteau à désoperculer. On enlève donc la pellicule de cire, parce que les abeilles précautionneuses, quand le miel est bon, il est mûr, elles ferment. Et une fois que l'opercule est enlevé,
on met ça dans l'extracteur. Au début, j'avais un extracteur manuel, donc ça faisait beaucoup travailler les bras. Et quand même, à un moment, j'avais beaucoup de ruches, donc j'ai quand même acheté un extracteur avec un moteur. Donc ça fonctionne comme un saladier en fait. Oui, enfin c'est une centrifugeuse, donc c'est avec la force centrifuge, puis après il va dans le nectar va dans le maturateur, voilà. Et alors le frelon asiatique, on en parle ou pas ? Ah oui, on peut en parler, il y aurait beaucoup à dire. Il s'est développé une allure fulgurante et maintenant il y a tout le territoire français qui est concerné, plus l'Italie, l'Espagne, enfin bon. Et c'est vraiment un gros problème parce qu'il y en a de plus en plus, ça décime vraiment les colonies. Il y a des apiculteurs, surtout en 2023, qui ont perdu, j'ai un voisin qui a perdu 90% de son cheptel. Moi, cette année-là, j'avais au départ 10 ruches, j'en ai plus que 4. Donc il y a vraiment, c'est un gros problème et les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure de ce qu'il faudrait faire pour même pas éradiquer, mais arriver à amoindrir ce problème du frelon, quoi. Parce que là, il faudrait pouvoir détruire les nids assez tôt dans la saison, vers le mois de juin ou au plus tard le mois de juillet, avant que les frelons viennent vraiment attaquer les ruches. Et pour ça, il faut mettre en œuvre des moyens qui ne sont pas du tout mis en œuvre pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement ? Ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir détruire les nids. Mais le problème, c'est de détecter et de repérer les nids. Parce que les frelons, ils font leur nid sur des arbres, au fait des arbres. Donc ça peut être à 20, 25 mètres, voire 30 mètres de haut. Et c'est souvent sur des feuillus, donc au printemps, donc on ne voit pas les nids. On les voit, on s'aperçoit qu'ils sont là qu'à l'automne quand les feuilles tombent. Et là, c'est trop tard. Donc, il faut des systèmes. Donc, d'ailleurs, avec un autre collègue apiculteur, on est en train d'essayer de mettre en œuvre un système qui a été développé par un ingénieur du côté de Toulouse, qui consiste à mettre un capteur, attraper un frelon, lui mettre une balise, et après, cette balise nous permet, le frelon retourne à son nid, et avec cette balise, on peut retrouver et déterminer où se trouve le nid. Et après, il faut le détruire. Ça, c'est une autre affaire. Et le détruire sans faire de dégâts collatéraux, c'est-à-dire pas avec des choses qui vont poser un problème avec les oiseaux. Enfin voilà, il y a du boulot. Et oui, on a je crois que c'est le Sénat ou l'Assemblée qui a quand même voté quelque chose concernant le frelon, le plaçant en haut de la liste des animaux nuisibles, mais ça suffit pas. Vous avez entendu le message, on espère qu'il y aura bientôt une solution à ce problème des frelons. En attendant, consommer chez vos apiculteurs locaux, c'est important. Juste à côté de la radio d'ailleurs, à Coulommiers-Chamiers, nous en avons un, le rucher du Périgord, alors on vous y attend.